Merci à tous d'être là et du coup quand même pas mal nombreux intéressés par le Portugal, c'est la bonne nouvelle. Donc moi je suis Luciana, déléguée générale de l'association Cap Magellan, qui est la plus grande association de jeunes des descendants en France. On fait plusieurs choses sur l'année et surtout on est là présent aujourd'hui et sur ces 3 jours au Salon Partir étudier à l'étranger pour diffuser l'offre d'enseignement supérieur au Portugal, notamment un contingent qui existe exclusivement réservé aux luso-descendants. Donc les luso-descendants, c'est ces jeunes d'origine portugaise et donc qui ont un quota de 7% des places qui leur est réservé dans la première phase d'accès à l'enseignement supérieur portugais. On va faire une présentation un peu informelle, c'est le style de l'association, on est des jeunes, a priori entre jeunes. N'hésitez pas sur le chat à poser des questions si vous en avez. Donc je rappelle qu'on sera là aussi sur les 3 jours pour répondre à tout le monde par ailleurs. Donc je suis avec Alexandra, qui est bénévole au sein de l'association et qui connaît par cœur tout le processus de candidature du quota des 7%. Salut Alexandra, tu nous reçois? Alexandra? Bon, peut-être pas, bon, c'est pas grave. Et donc on a aussi avec nous Erwan et Jenny, qui eux ont fait un petit séjour au Portugal dans le cadre de leurs études. Erwan à travers justement le quota des 7%, Jenny à travers un accord de coopération, un double diplôme entre Bordeaux et Coimbra, et donc qui après témoigneront aussi de leur expérience au Portugal par ailleurs. Alors, dans la logique qu'on avait, nous, prévue pour cette conférence et qu'on ne respectera pas, parce que c'est aussi Cap Magellan, c'est l'improvisation, c'est répondre aux questions et pas être derrière une feuille en train de juste lire des notes. On avait un petit plan en 3 parties. Donc, première partie, le Portugal, c'est formidable. Et franchement, même si on peut vous énumérer quelques raisons qui justifient que ce soit formidable, certaines sont tellement évidentes que voilà. Ensuite, parler un petit peu des partenaires aussi qui sont avec nous aujourd'hui, Universidade de Coimbra, l'Institut Polytechnique de Bragança, donc l'Université de Coimbra et l'Institut Polytechnique de Bragance. Et puis après, parler vraiment de la procédure d'accès à l'enseignement supérieur portugais à travers ce quota des 7%, notamment si parmi les auditeurs, certains sont intéressés. Donc je vais commencer, et après évidemment Erwan et Jenny aussi de témoigner de leur expérience. Alors je suis désolée du coup, comme j'ai dû changer d'ordinateur, donc c'est moi qui dois admettre les nouvelles personnes, et j'avais pas compris cette partie-là encore. Donc là ça va vraiment être la polyvalence à fond. Donc côté Portugal, alors pourquoi il faut aller étudier au Portugal, et donc en essayant d'être un peu objective et en vous résumant un peu notre top 8 des principales raisons qui font que c'est un super pays pour plein de raisons, notamment les études. Et alors, j'en sais aussi quelque chose. Diane, tu es dans mon champ de vision. Donc, si tu veux faire coucou aux gens, tu peux. Mais voilà, coucou, ça c'est Diane, c'est la graphiste de Cap, l'artiste de la maison. Alors, dans les différentes raisons, d'abord, les villes étudiantes, il y en a quand même pas mal, Lisbonne, Porto, Coimbra, les traditions étudiantes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même beaucoup de traditions académiques au Portugal, donc en ce moment un peu en stand-by du fait de la crise. Mais ces gens de noir vêtus que vous voyez notamment dans Harry Potter, et ben chez nous, ça existait déjà depuis un bail. D'ailleurs, J.K. Rowling s'en est largement inspiré, et c'est pas des fake news. Et donc, il y a pas mal de fêtes étudiantes, évidemment, mais vraiment des traditions académiques étudiantes. Alors, pour avoir étudié à Coimbra aussi, j'en sais quelque chose. Et là-dessus, je vous garantis que ça vaut vraiment le coup. Au-delà de l'alcool et des grosses fiestas, on apprend quand même pas mal de choses de ces traditions académiques et de ces grands cortèges qui se font un peu partout dans toutes les grandes villes étudiantes.
Deuxième raison, qualité, coût de la vie au Portugal. Alors, même si du fait de l'attractivité récente du pays, il y a eu quand même des booms sur Lisbonne et un peu la flambée des prix, ça reste quand même vachement moins cher que d'étudier en France. Donc l'équilibre qualité-coût de la vie est largement à vos avantages, notamment si vous comparez avec des villes comme Paris, évidemment. Ensuite, les différents types de programmes d'intégration. Donc, on est là aussi pour parler de ce fameux quota des 7%, mais sachez que si vous n'êtes pas d'origine portugaise, si vous n'êtes pas luso-descendant, il y a évidemment toutes les formules classiques d'accès à l'enseignement supérieur portugais, que ce soit dans le cadre d'un cursus normal et donc de l'intégration d'une université ou d'un institut polytechnique portugais, ou dans le cadre de programmes comme Erasmus. Quatrième point, la gentillesse locale, c'est ce qui est écrit sur ma feuille. Et bah ouais, on est sympa en fait, c'est comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, ça ne s'explique pas vraiment, mais voilà, c'est le côté latin. On est quand même plutôt sympathique, on aime recevoir, on aime accueillir les gens, on aime bien recevoir, on est souriant, il n'y a pas de problème quand on nous demande un renseignement dans la rue, etc. Et donc c'est quand même plutôt agréable. Cinquième position, donc c'est un peu lié, alors je ne sais même pas pourquoi c'est pas en première position, c'est la bouffe. Alors, un, on mange bien au Portugal, deux, on mange beaucoup. Donc on mange bien et beaucoup, ça reste quand même des avantages. Donc avec plein de traditions gastronomiques très différentes, que ce soit qu'on aille dans le nord, dans le centre, dans le sud, avec toutes ces choses que vous connaissez évidemment déjà. Hashtag de bacalhau. Je suis en train d'admettre les gens en même temps. Et clairement, la polyvalence informatique n'est pas une qualité chez moi. Du coup, je veux bien que tu m'aides, Johanna, à admettre les gens qui sont en salle d'attente. Donc, on parlait de l'alimentation. Après, le Portugal, c'est petit. Donc, les moins sympas verront ça comme un inconvénient. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est largement un avantage parce que ça permet sur des week-ends, sur des vacances, etc., de faire plein d'excursions, de rapidement se rendre sur un autre territoire. Et surtout, alors c'est petit, mais on fait 100 km, 150 km, on se retrouve tout de suite dans un paysage complètement différent, des plaines de Douro-Tejo, à la mer d'Ouargalve. Alors, on n'a pas de grosses montagnes, on ne va pas se mentir non plus, mais on a quand même quelques petites montagnes dans le nord et l'intérieur du pays. Et donc tout ça pour ne pas parler des grandes villes, Lisbonne, la banlieue de Lisbonne, Sint, Porto, par ailleurs. Ensuite, alors, et là, quand je regarde par la fenêtre, c'est vraiment pas négligeable. Le soleil, il fait super beau tout le temps au Portugal. On a plus de 300 jours de soleil par an. Et donc ça, notamment quand on est à Paris, c'est pas négligeable. Donc voilà, et donc j'ai appris à avancer rapidement parce que je veux vraiment plutôt qu'on écoute Erwan, Jenny, Alexandra. Et donc la dernière raison qu'on a trouvée pour pas vous faire un exposé d'1h30 sur les merveilles du Portugal, c'est la langue portugaise. Et ouais, le portugais, c'est sexy. C'est peut-être un scoop, mais c'est vrai. C'est une langue internationale, c'est une langue qui est parlée par plus de 250 millions de personnes dans le monde. Alors, ok, un gros paquet est au Brésil, mais n'empêche que c'est une valeur ajoutée, c'est un atout sur le marché de l'emploi. Et il ne faut pas avoir des doutes là-dessus. Alors, l'anglais, l'espagnol, tout ça, c'est bien. Mais le portugais, il faut vraiment le valoriser comme une langue d'affaires, comme une langue qui vous sera utile sur votre CV. Voilà, alors ça c'était vraiment pour la première partie, pourquoi aller au Portugal. On pourra vous donner plein d'autres raisons par ailleurs. Là, du coup, je parlerai juste rapidement des deux partenaires qu'on a avec nous sur le stand. Donc, Universidade Coimbra, qui est la plus ancienne université du Portugal, très beaucoup dans les traditions académiques. C'est à Coimbra qu'ont été lancées toutes ces traditions-là, et qui offre un cursus vraiment pluridisciplinaire avec 19 facultés, plein de cours qui sont dispensés, et évidemment un enseignement très qualitatif que vous retrouverez aussi à Bragança. Donc là, c'est le deuxième partenaire, l'Institut Polytechnique de Bragança. Donc ça, c'est la région nord du Portugal. Donc, mettre un peu en arrière, c'est dommage. Nord-est du Portugal, Claro dos Montes, là encore, alors
on mange surtout vraiment, vraiment, vraiment très bien à Valence. Mais l'Institut Polytechnique est l'un des meilleurs aussi du pays, avec là encore une offre pluridisciplinaire sur plein de cours. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. Alors, Adeline, le soleil n'existe plus à Bréguins en hiver. Ouais, d'accord. Tu arrêtes de casser mon exposé, s'il te plaît, Adeline, j'ai pas de souris. Voilà. Je passerai peut-être la parole à Erwan et Jenny dans un premier temps. Si jamais dans la salle, il y a des gens qui sont spécifiquement intéressés par les informations sur le quota des 7%, donc je rappelle qu'Alexandra est la spécialiste de la maison sur cette partie-là, et elle est là pour vous répondre en direct, et elle sera là aussi les 3 jours sur le stand pour répondre. Alors, Erwan, Jenny, qui commence? Peu importe. Allez, Erwan, pour avoir un garçon. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience? Alors, c'était à Porto. Tu parlais portugais déjà couramment. Enfin, moi, je connais les réponses, mais du coup, les gens ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux un peu raconter de l'expérience, l'expérience du quota des 7% aussi? Ok, alors bonjour à tous. Donc, je vais peut-être essayer de faire court et comme ça, vous pourrez me poser des questions. C'est peut-être plus vivant ensuite, par la suite. Donc, du coup, moi, en 2015, après mon baccalauréat et après un petit moment peut-être de recherche existentielle, j'aimais vraiment beaucoup le Portugal parce que je suis aussi luso-descendant et j'y allais qu'en vacances. Et donc, du coup, malheureusement, je ne parlais pas la langue parce que, en fait, mon père est français et ma mère est portugaise, mais donc, du coup, c'est le français qui dominait. Donc, j'ai décidé de me renseigner, de regarder où est-ce que je pourrais aller bien étudier à l'étranger. Et puis, le Portugal me plaisait depuis toujours. Donc, j'ai décidé de me renseigner pour le Portugal. C'était pas simple, mais c'est faisable. J'en suis la preuve et il y en a plein d'autres qui en sont la preuve. Et donc, du coup, comment ça s'appelle? J'ai commencé les inscriptions, donc souvent c'est pendant l'été. Ça peut être un peu compliqué au niveau des traductions, il faut s'y prendre un peu à l'avance, pas comme moi, un peu en dernière minute. Mais c'est bien que vous soyez là, justement, c'est pour ça que c'est très très bien et poser toutes les questions. De toute façon, je suis sûr que l'équipe de Cap Magellan, elle sera là pour vous aider par la suite. Mais donc, du coup, là, c'est vraiment le bon moment pour commencer déjà à s'y atteler. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller étudier à Porto. Donc, j'ai fait toutes les inscriptions, etc. Et je me suis inscrit donc pour une licence en langue et relations internationales à Porto. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux que je dise plus de choses, Luciana On va ou... peut-être passer là sur Jenny, sur le comparatif de son expérience à elle. Et du coup, j'ai voulu vraiment découvrir, et c'était un défi aussi personnel, de découvrir le Portugal en dehors du mois d'août et de vivre en fait au Portugal. Donc voilà, j'étudie actuellement, je suis en master et j'étudie à Coimbra. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allô, vous m'avez? Jenny? Oui. Ok, donc je disais, toi du coup, tu l'as peut-être dit, parce qu'entre-temps, mon Zoom s'est déconnecté, donc j'ai dû reconnecter, mais je pose quand même la question. Donc juste pour les personnes qui sont en face, donc là tu as intégré l'université de Coimbra, mais pas à travers ce contingent des 7%, à travers un double diplôme qui existe entre Sciences Po Bordeaux et Universidad de Coimbra. Voilà, tout à fait. Je suis vraiment pas passée du tout par le contingent. C'est vraiment un concours propre à Sciences Po Bordeaux pour rentrer dans une filière très spécifique entre Sciences Po Bordeaux et l'Université de Coimbra. D'accord. Et alors, du coup, alors, question pour tous les deux, Arwan, Jenny, comme j'ai quand même passé 5 minutes à exposer de manière très synthétique toutes les merveilles du Portugal, qu'est-ce que vous en tirez, vous, de cette expérience de vivre là-bas un an, d'étudier là-bas, le contact avec les étudiants dans les universités, Coimbra, Porto, peut-être repasser à Arwan, puis après on reviendra sur Jenny. D'accord. Alors du coup, pour moi, ça a été donc 3 ans et un peu plus parce que je suis resté quelques mois de plus, mais 3 ans. D'accord.
Et donc, 3 ans dans une vie à nos âges, ça change vraiment beaucoup de choses, surtout quand c'est dans un pays différent, même si c'est l'Europe et autres. Qu'est-ce que j'en tire? Bah, forcément, de belles rencontres. C'est pour moi, pour donner des mots simples, comme un Erasmus, mais encore plus approfondi, c'est-à-dire pas que sur les fêtes, mais c'est vraiment les manières de vivre et autres. Moi, en plus, c'est un pays qui me tient à cœur parce que je suis forcément luso-descendant. Donc, du coup, j'en ai appris vraiment beaucoup. Donc, des rencontres, des amis, des amoureuses, autres, ça arrive. Aussi, au niveau de l'enseignement, c'est très important de voir une autre façon d'avoir un enseignement, parfois peut-être plus ouvert, je dirais, ou un peu moins doctrinaire. Après, bon, c'est mon avis. Et donc, du coup, voilà, bien sûr, après tout ce qu'on a en été, mais tout le temps, et encore mieux, puisqu'on découvre, on apprend. Comme tu le disais, on n'a que 2 montagnes, mais ça permet d'aller les voir, des choses qu'on n'a pas forcément en août. Euh, voilà, puis même, il n'y a pas que des montagnes, il y a des petits villages et des petites zones à voir importantes. Enfin, c'est intéressant, donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Erwan, il y a une question d'Oriana pour toi qui demande: Erwan, comment as-tu fait pour apprendre le portugais et suivre les cours? Alors, c'est une très bonne question. J'y étais donc sans vraiment connaître aucun mot de portugais. Et donc, au début, c'est vrai, mes 6 premiers mois étaient un peu comme un Erasmus, c'est-à-dire que mes amis étaient purement étrangers, même si on m'aidait, hein, du côté portugais, on parlait anglais, donc on m'aidait sur 2, 3 trucs, etc. J'étais pas forcément le mieux intégré au début, hein, ça c'est normal, parce que bah, sans la langue, c'est toujours pareil. Voilà, mes camarades de classe étaient très sympas, hein. D'ailleurs, j'ai fait ce qu'on appelle la praxe, c'est-à-dire le bizutage, alors même que je ne parlais pas un mot de portugais, donc pour dire le niveau de flexibilité qu'il y avait quand même. Et donc, les 6 premiers mois assez Erasmus, comment j'ai fait? Parce qu'en fait, j'avais des cours, comme avec les Erasmus, avec eux d'ailleurs, de cours de portugais le soir, de 10 h jusqu'à 23 h, et parfois j'allais faire la fête. Parce que le premier semestre est assez sympa, quoi. Il n'y a pas trop de choses souvent. Après, ça dépend, mais faut étudier avant tout. Mais donc voilà, donc clairement, il y a des cours qui sont soit arrangés, soit à prendre en fonction de l'établissement et là où vous allez. Mais voilà, c'est important et c'est pas impossible, hein. Il suffit beaucoup de travail et puis bon, souvent les textes sont en anglais. Enfin, c'est quand même où il y a des textes même en français et puis les professeurs parfois ont assez de flexibilité pour la première année de vous laisser le faire en anglais, parfois même en français, puisqu'ils ont justement des étudiants Erasmus. Donc, je pense pas que ça soit une barrière. Néanmoins, il faut quand même se renseigner. Il y a peut-être des établissements peu flexibles, mais je pense que c'est possible en tout cas pour la majorité. Oui, puis à partir du moment où on est immergé dans un autre pays, en contact avec la population locale, bah, évidemment, le développement des capacités linguistiques arrive très rapidement. Alors, comme je vois l'heure avancer, Jenny, toi, ton expérience sur cette vie à Coimbra, alors est-ce que tu as participé à Queima de Schwitt, toute cette tradition étudiante, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi, enfin, franchement, Coimbra, il y a tellement de nationalités différentes, tellement d'étudiants que du coup, tout le monde en fait essaye de partager des moments, des soirées, voire même enfin, tout en fait. Tout le monde essaye de partager tout avec tout le monde. Il y a pas, enfin, on distingue les Erasmus des gens de Coimbra, mais ça reste quand même très homogène parce que ils sont très curieux en fait et on essaye de se connaître les uns les autres. Donc moi, j'ai fait ma première mobilité, c'était en troisième année de licence. Donc du coup, troisième année de licence équivaut à faire partie du défilé des Comètes de Suite. Donc j'ai fait partie du défilé des Comètes de Suite et franchement, comme un défi personnel de me dire, je suis à Coimbra, c'est que cette année où je vais pouvoir faire ça, donc je vais franchement m'investir à fond dans la vie de Coimbra et m'intégrer surtout. Et du coup, bah, j'ai fait partie du char de fin d'année et c'est vraiment, enfin, j'étais même pas vue comme une Erasmus ni rien du tout, c'était comme les autres en fait. Donc c'est vraiment une vie étudiante très intégrante et il y a pas de différence entre les étudiants ou très peu parce que on est tellement différents entre nous que nos particularités font qu'on se rapproche les uns les autres. D'accord, merci Jenny. Alors, il y a une question sur le contingent des 7%. Je ne sais pas si Alexandra, tu es toujours connectée ou pas. Alexandra? Alors, peut-être pas. Donc, la question, le contingent des 7% vaut-il aussi, par exemple, si on veut candidater à un doctorat? Alors, LT, ce serait peut-être bien que tu viennes nous voir après sur le stand, sur cette question spécifique.
parce que j'ai peur de dire des bêtises. C'est vraiment Alexandra la spécialiste là-dessus, mais elle a des problèmes de connexion. Alors, je pense que non, que c'est vraiment pour la première phase d'accès à l'enseignement supérieur directement après le bac. Mais Alexandra répond par écrit. Effectivement, pour les licences, c'est ça, c'est pour la première année. C'est vraiment quand on intègre l'enseignement supérieur au niveau de la première année. Très bien. Alors, Lara, bonjour. J'habite en France depuis mes 7 ans. Je suis actuellement en terminale. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut intégrer le contingent de 7%. Quelles sont les démarches à suivre? Eh bien, tu viens nous voir. Sur le stand, tu prends un rendez-vous de chat avec Alexandra Rosa, qui vraiment a passé l'année à accompagner plusieurs lycéens donc dans la phase de candidature au contingent des 7% pour la rentrée qui vient de commencer là, de septembre. Alors c'est un processus qui est, comme disait Erwan tout à l'heure, assez bureaucratique, assez long, mais il n'est pas impossible. Il faut juste s'y prendre en avance. Nous, on a vraiment un mode d'emploi pour vous accompagner dans ce processus. On a Alexandra qui vous aide à remplir les documents, qui vous dit où est-ce qu'il faut aller, etc. Donc là, Lara, le mieux, c'est vraiment bien nous voir sur le stand tout de suite derrière. Et Alexandra t'informera et surtout, elle sera aussi disponible pour t'accompagner après dans le processus. Voilà. Alors, 11h30, du coup... Erwan, Jenny, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais vous remercier aussi de vous être rendu disponible. Erwan, tu es en Pologne, hein, c'est ça? Pour quelques jours seulement, Tu reviens du coup? malheureusement. Ouais, C'est ça. Et ouais. ouais, voilà. Et je suis encore là jusqu'à encore 10 petites minutes s'il y a encore des questions, parce que après j'ai un cours malheureusement, mais voilà. D'accord. Alors, Jenny, toi, du coup, Bordeaux, Paris? Portugal, là, je monte actuellement. Ah Après quelques ouais, jours de vacances. d'accord. Ok, toi, Voilà. t'es pas à Bragança parce que alors, du coup, là, on t'envoie à l'Institut Polytechnique de Bragança. Je suis du côté de Chaves. D'accord. Ok, donc, t'es censé être coupé à 11h30, mais bon, on est toujours là, donc continue, pas de souci. Alors, Sosa, quels sont les types de licences disponibles à Sciences Po Bordeaux et l'Université de Coimbra? Alors, Jenny, est-ce que tu sais répondre comme ça rapidement? C'est beaucoup les sciences politiques, hein, mais Oui. je te laisse répondre. Voilà. Donc, en fait, à Sciences Po, tu fais un cursus général et après, tu fais que le master. Donc, tu choisis que le master. Et du côté de Coimbra, tu as relations internationales et sociologie avec une grosse majorité des gens qui vont en relations internationales. D'accord, et donc j'ai aussi fait relations internationales à Coimbra, franchement, c'est chouette, quoi. Ouais, très, très chouette. Et il y a vraiment une équipe enseignante super proche. Et enfin, ils sont vraiment super cool, en fait. Donc, voilà. Encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les auditeurs, notamment profiter encore une fois, donc Erwan qui lui a fait l'expérience du quota des 7%, Jenny, double diplôme Sciences Po Bordeaux, Université de Coimbra. Peut-être sur une note un peu personnelle, tu Ouais, l'as dit, je suis en Pologne et c'est vrai que j'ai pas dit pourquoi. Ben, en fait, c'est en partie, hein, faut pas se le cacher, c'est aussi en partie grâce au contingent immigrant, puisque c'est le début de tout mon parcours académique en fait. Et le fait d'avoir une licence portugaise, ça m'a permis de faire partie du contingent portugais pour le Collège d'Europe, qui est une institution assez importante européenne, académique européenne. Donc du coup, je pense que c'est aussi important de dire que ça ouvre beaucoup d'opportunités, je pense. Voilà. parce Qu'importe que toi, tu avais les fait issues. aussi l'expérience de Bruxelles, hein. Ouais. Donc Portugal, Bruxelles, Paris et maintenant la Pologne. Alors Flavio, quels sont les différents types de licences disponibles à Porto? Alors, je suis pas sûre qu'Erwan connaisse le cursus par cœur, mais alors sur ton expérience, Erwan, à l'Université de Porto, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, si je devais défendre mon église, comme on dit, je pense que, en tout cas pour celle que j'ai faite, j'étais à la faculté de lettres, hein, les sciences humaines, donc le FLUP, la FLUP à Porto. Donc, je connais que ça principalement. De ce que je sais, bon, beaucoup de gens sont très satisfaits quand même.
Et pour la licence en langue et relations internationales, je pense qu'elle est tout aussi bien que celle de Coimbra ou de Lisbonne. Après, c'est des choix vraiment. D'ailleurs, les réseaux académiques portugais sont souvent quand même assez bien connectés, donc il y a quand même pas mal d'échanges entre les profs et autres, je pense. Donc, en tout cas, sur les relations internationales. Donc, je pense que dans tous les cas, vous pourrez vous y retrouver et peut-être même faire des événements. Il faut être aussi actif, comme disait Jenny. Et voilà, tout se passera bien, j'en suis sûr. Non, non, mais de toute façon, c'était mon introduction. Tous les enseignements supérieurs sont qualitatifs au Portugal. On n'est pas en train de prêcher les uns par rapport aux autres. Bonjour au jeune homme à côté de Jenny. Alors, Désolée. on a encore une question. Hermano Sanchez. Universités au Portugal peuvent être une expérience. Ah, c'est un commentaire. Donc, Hermano Sanchez dit que les universités d'été au Portugal peuvent être une expérience pour se mettre dans le bain, niveau langue et connaissance des réalités portugaises. Effectivement, donc là, on parle beaucoup d'accès à l'enseignement supérieur et donc de continuation d'un cursus classique d'études au Portugal. Mais il y a évidemment plein d'autres possibilités de vous y rendre. Alors, sachez qu'il y a plein de low cost qui vont au Portugal maintenant, que ce soit sur Lisbonne, Porto, mais aussi Faro. Et si on ne parle pas des îles, et effectivement, donc au-delà des visites touristiques, il y a effectivement des universités d'été qui peuvent vous permettre cette immersion linguistique au sein du pays. Merci Armano pour les commentaires. D'autres questions? Avant que nous soyons confinés au silence. Alors, monsieur iPhone. Donc, je ne suis pas madame, pardon. Je ne suis pas luso-descendante, mais je suis très intéressée par un cursus en master à Coimbra. Comment dois-je procéder? Par dossier concours. Alors là, c'est pareil. Le plus simple, c'est de venir nous voir parce qu'il nous faut un peu plus d'informations que ça pour pouvoir répondre. Donc, si c'est l'intégration d'un master, on entre dans le cadre d'une intégration classique d'une université à l'étranger. Donc, ça va dépendre de où est-ce que tu es étudiante, quels sont les accords existants de partenariat avec l'université de Coimbra en l'occurrence. Donc le plus simple, c'est dès qu'on finit la conférence, passe par le stand et on voit tout ça en direct. Peut-être un petit point. Ouais, En vas-y, fait, je c'est t'en vrai prie. que quelque chose qu'on oublie souvent, et moi, c'est vrai que c'était aussi un facteur décisif, hein. Je suis de milieu modeste, et donc, il faut savoir quand même que la bourse française pour les boursiers peut s'appliquer dans certains établissements au Portugal. Et bon, bah voilà, on connaît un peu le niveau de vie des deux pays, mais du coup, une bourse française qui peut être un peu difficile à vivre à Paris et très confortable dans pas mal de villes portugaises pour avoir un minimum décent pour des études. Donc, si vous êtes boursier en France, vous avez peut-être intérêt, si je ne me trompe pas, si c'est toujours d'actualité, peut-être intérêt aussi avec ces niveaux de vie pour la bourse française au Portugal. Ouais, c'est effectivement une information très importante. Merci d'y avoir pensé. Alors effectivement, les bourses classiques, bourses Crous, sont parfois applicables là-bas aussi, donc c'est pas négligeable. Et puis en intégrant aussi donc le système d'enseignement portugais, vous pouvez aussi, comme un étudiant portugais, postuler aux bourses nationales là-bas également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore des gens en salle d'attente. Non? Parce que là, je pense qu'on commence vraiment à dépasser les 30 minutes qui nous étaient allouées. Alors, il y a Teresa. Comment savoir quelles spécialités sont nécessaires en terminale pour accéder à médecine au Portugal? Ouais. Alors ça, c'est effectivement l'une des questions les plus récurrentes. Est-ce que du coup, vous êtes dans le cadre du contingent 7% ou pas? Je ne sais pas si vous arriverez à me répondre. Ouais, oui, d'accord. Donc là, c'est pareil. Venez nous voir sur le stand tout de suite après. Alexandra Rosa, qui elle est spécialiste du processus de candidature du quota des 7%. On a, nous, les équivalences en termes de matière, donc on pourra vous répondre de manière très directe par rapport à cette question-là, parce que c'est effectivement l'une des premières choses à voir, c'est les équivalences
pour les spécialités d'accès à l'enseignement supérieur. Donc, Teresa Torres, prenez tout de suite rendez-vous sur le chat avec Alexandra et elle vous donnera toutes ces informations. D'accord? Alors, Hermano, quelle différence entre les universités et les instituts polytechniques au Portugal pour le quota des 7%? Il n'y en a pas. La procédure est la même, que ce soit pour une université comme pour un institut polytechnique, dès lors qu'on parle de l'enseignement supérieur public. Pour l'enseignement supérieur privé, le quota ne s'applique pas, et donc là, il faut passer par une candidature d'accès aux instituts privés, mais qui sont très réceptifs et très ouverts aux étudiants venant de l'étranger. Donc là aussi, notamment dans les domaines de la santé, il y a pas mal de connexions et de possibilités d'intégrer l'enseignement privé également. D'autres questions? Les sections internationales portugaises en France font-elles partie des 7%? Non, enfin, il n'y a pas de lien direct. Les 7%, c'est un quota qui est banalisé dans toutes les universités, tous les instituts polytechniques. Pour la première phase d'accès à la candidature, et ça j'insiste, hein, il y a plusieurs phases d'accès à l'enseignement supérieur au Portugal, donc les 7% ne s'appliquent qu'à la première phase. Et donc, c'est indépendant du cursus que vous avez suivi en France, que ce soit en section internationale, en école publique, en école privée. Après, évidemment, les notes vont jouer. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre une section internationale portugaise et le quota des 7% qui, lui, est réservé aux descendants. Ce quota, c'est environ 3500 places par an dans toutes les universités et tous les instituts polytechniques. Il n'est jamais rempli. Donc, c'est pour ça qu'on travaille, nous, à la diffusion, à la divulgation de ce quota. Mais en tout cas, non, pas de lien direct avec les sections internationales portugaises sur l'intégration du contingent spécial. Après, j'ajouterais que la section internationale portugaise, je ne sais pas si tu es dans le cas de l'avoir fait ou pas, moi je l'ai faite et franchement c'est une très bonne suite pour, en tout cas le cas de Bordeaux, c'est une très bonne suite à la section internationale portugaise. Voilà. Merci Jenny. Il y a des questions supplémentaires? Non? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Jenny, Erwan? Non? Je reste dispo pour des petites questions ou autres, s'il y a besoin, par ton intermédiaire ou autre, pour des questions plus personnelles. Et puis voilà. C'est gentil. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois, Jenny et Erwan, de continuer de répondre au présent aux sollicitations de Cap Majan et surtout d'illustrer par vos exemples ces interrogations que les gens peuvent se poser sur l'accès à l'enseignement supérieur portugais. Merci à tous d'avoir suivi. Donc, je rappelle, stand Cap Magellan, on est dispo sur les 3 jours, là, aujourd'hui, vendredi et samedi, pour répondre à toutes vos questions sur l'enseignement supérieur portugais en général. Et de manière spécifique, on a Alexandra Rosa, spécialiste de la procédure qui est quand même assez administrative, assez longue, assez bureaucratique sur le contingent spécial des 7%, et qui sera là également les 3 jours pour vous répondre. Et je rappelle aussi qu'au sein de notre stand, vous avez aussi des représentants de l'Université de Coimbra et de l'Institut Polytechnique de Bragança, qui sont nos partenaires sur ce salon, et qui peuvent donc répondre en direct à toutes vos questions sur les cursus dispensés dans leur établissement. Donc, je rappelle, Université de Coimbra et Institut Polytechnique de Bragança. Il y a également sur les 3 jours toujours quelqu'un de présent et disponible pour répondre à vos questions. Voilà, s'il n'y a pas de dernières questions, je vous dis au revoir, à bientôt, merci. Question. Cap Magellan peut-il être point de passage si difficulté avec les administrations? Alors, Cap Magellan est toujours point de passage pour toute difficulté avec les administrations. Donc, encore une fois, la procédure des 7%, elle est quand même assez dense, elle est assez bureaucratique. Il faut vraiment s'y prendre dès le début d'année civile pour la rentrée scolaire de septembre. Donc là, si on parle d'une rentrée en septembre 2021, il faut quand même commencer à regarder les choses
dès janvier 2021. Donc oui, on est vraiment dispo pour vous accompagner. On l'a déjà fait cette année, on a accompagné une cinquantaine de jeunes qui ont déposé des dossiers de candidature au 7%. Alexandra est la spécialiste de la maison en la matière. Elle sait tout ce qu'il faut faire. Elle sait aussi, et c'est parfois plus important, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à ne pas commettre, les différentes étapes. Tout ça est sur notre site aussi, capmagellan.com. On a une rubrique campagne 7% avec un mode d'emploi sur la candidature. Mais encore une fois, passez par le stand, venez nous voir et on sera disponible après. On est aussi disponible pour nous dire que, voilà, que les choses se sont bien passées, que vous avez intégré le cursus. Donc, on aime bien aussi avoir des bonnes nouvelles et savoir que ça se passe bien parce que ça arrive aussi évidemment. Adeline, on peut poser des questions sur la co-tutelle en doctorat sur votre stand. Oui, enfin, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Après, soit on a la réponse et on vous la donne, soit on n'a pas la réponse et on la cherche et on vous la donne quand même. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à venir poser des questions. On est là pour ça. Là, le stand, c'est les 3 jours. Donc, sur les 3 jours, on est vraiment toujours dispo. Sachez que le salon reste ouvert pendant 1 mois jusqu'à fin novembre. Donc, vous pourrez encore nous contacter de manière très directe sur le salon pendant ce mois-là. Et encore une fois, capmagellan.com, vous avez tous nos contacts, page Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Maintenant, on a lancé un TikTok. Voilà, vous n'aurez pas de mal à trouver tous nos contacts pour qu'on vous accompagne sur ce processus. Alors, une dernière? Oui, non? Paf, paf, paf. Bonjour. Voilà, Moi, malheureusement, je vais du coup m'échapper et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, et merci encore à Erwan. Capmagellan pour Merci, l'invitation Jenny. et pour aider les autres. Bonne continuation à vous. Et puis, quand vous êtes sur Paris, faites-nous un petit coucou, comme ça. Merci tout le monde d'avoir suivi. Encore une fois, stand Capmagellan, on est là pour vous répondre. Au revoir. Salut. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao português. Ciao, adeus. Pronto.